la deuxième période de Luchon, en fait, c'est le XVIIIe siècle. Ça, c'est une période très importante. Pourquoi? D'abord, il faut recaser un petit peu, remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Non pas qu'on va occulter le Moyen-Âge. Durant le Moyen-Âge ou dans les périodes antérieures, entre la période romaine et le XVIIIe, il y a certainement eu des activités de cure, on a utilisé l'eau, mais pour des populations beaucoup plus local, plus restreint. Ouais, ça venait pas d'aussi loin. Il n'y a pas système de cure organisé. Donc, Luchon, c'est un bourg rural à ce moment-là. On exploite la plaine pour faire, sur le plan agricole et la montagne pour l'élevage. D'accord. Il faut en rester là. On a aussi le fait que pendant le Moyen-Âge, il y a toutes les mouvances de petits comtes, de petits nobliaux, etc., qui se sont querellés, essayés d'avoir l'un le dessus sur l'autre. Donc tout ça, ces petits territoires se sont mis en place petit à petit jusqu'à la période moderne, que l'on appelle moderne, c'est-à-dire la période qui est à partir de la Renaissance et toute cette période-là. D'accord. Et donc, au XVIIe siècle, il y a eu la fin des Habsbourg sur le royaume d'Espagne. Ouais, et sans descendance. Sauf qu'entre-temps, Louis XIV avait fait un mariage stratégique, c'est-à-dire qu'il avait épousé une Habsbourg. Donc, il a prétendu au trône d'Espagne, pas pour lui, mais pour un de ses descendants, Philippe, qui était le Philippe IV, en fait. Seulement, évidemment, les descendants des Habsbourg qui se trouvaient encore sur le secteur de Vienne, qui se trouvaient encore en Autriche, et toute la partie est de la France, de la France actuelle, ne le voyaient pas de cet œil-là. Donc, ça a donné lieu à partir du début du XVIIIe, c'est-à-dire environ 1701 à 1702, là par là, aux guerres de succession d'Espagne. Oui. Alors, ces guerres de succession d'Espagne, elles se sont principalement déroulées soit dans le nord, parce qu'il faut savoir que les Habsbourg d'Espagne possédaient aussi le secteur de la Belgique, de la Flandre et de la Franche-Comté. Ça s'est déroulé donc là, sur ces frontières-là, soit alors ça s'est déroulé sur la frontière pyrénéenne, forcément. Ouais. Donc, nous avons été au centre du conflit à un moment donné. Il faut savoir que à la période antérieure des guerres de religion, l'Espagne, qui était encore gouvernée donc par les Habsbourg, par Philippe II, voyait de mauvais œil la présence des protestants qui petit à petit prenaient, voilà, il y avait deux pôles qui étaient un sur le Béarn, l'autre sur le Pays de Foix et le Languedoc, et donc nous étions au milieu, pas un bastion, mais au moins une survivance de tout ce qui pouvait être catholique. Et donc il avait compris que si jamais il devait lutter contre les protestants, ça serait un bon point de passage au niveau des Pyrénées que de passer par le bassin de la Garonne. Donc du coup, il a fortifié tout le sud. Oui. Il a fortifié tout le sud. Et nous, en face, en France, il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça. Et donc, nous n'avions absolument rien, pas de fortification, hormis les petites tours que nous avons par ici ou par là, que ce soit Castelviel, Castelblanca et autres, mais rien de réellement, alors que dans le Val d'Aran, qui était à ce moment-là espagnol, au-dessus de Las Bordas, vous aviez quand même le château de Castelléon. Oui. Une belle citadelle aussi au-dessus de Vénasque. Et puis même Alès. Voilà. C'est pareil. C'est un peu plus du type de ce que l'on avait ici. Hein, oui. Mais bon, toujours est-il que, et au-dessus de Bossos, c'est pareil. Ils avaient quand même, Philippe II avait quand même bien réalisé sa fortification au-dessus dans le secteur espagnol. Donc,
au moment de la guerre de succession d'Espagne, forcément, nous, ici, nous n'avons rien pour nous défendre. On Bien nous sûr. loge les troupes. On avait le marquis de Roselle qui était sur le secteur, qui avait ses troupes qui logeaient ici. Donc, on peut imaginer, quand on logeait des troupes, il faut les nourrir. Bien sûr. Déjà que les populations locales ne sont pas richissimes, elles ont du mal à se nourrir elles-mêmes, donc il faut en plus nourrir la troupe. Là-dessus, on amène du ravitaillement un petit peu de l'extérieur qui va être sous forme sur pied, hein, c'est-à-dire que si on amène des vaches, Oui, on ne va oui. pas les amener déjà Oui, oxy, oui, oui, on va oui. les amener sur pied, donc il faut aussi les nourrir, il faut s'en occuper, les entretenir, etc., etc. Donc c'est quand même un impact et quelque chose quand même qui est pesant pour les populations locales. Oui. Il y a eu des des manœuvres de troupes, qu'elles soient pour aller sur Benasque, puisqu'il y avait la citadelle de Benasque qu'il fallait assiéger, passer de l'autre côté sur Castelléon, passer sur un point un peu stratégique qui était la Conca de Tremp, parce que ça permettait de donner accès sur toutes les plaines Oui, d'accord, oui, catalanes, où il y avait les Habsbourg qui étaient quand même encore prépondérants. Et donc, toutes ces manœuvres militaires, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On part allègrement pour aller assiéger Vénasque et on se tient pour certaines troupes dans la région de Montrégeau. Le comte de Taf, qui était à la solde des Habsbourg, a bien senti le je vais en truc. venir, oui. Il a pris pas mal de locaux dans le Val d'Aran, des troupes qui étaient un petit peu des mercenaires, ce que l'on appelait à l'époque des Miquelets. Les Miquelets, oui. Voilà. Oui. Et donc, avec cette armée un petit peu disparate, il franchit le portillon, non pas directement au portillon, mais le petit col qui a juste à côté. Juste à côté, ouais, ok. Voilà, pour pouvoir être un petit peu plus discret. Il est descendu sur Luchon, d'abord sur Saint-Mamé, qu'il a brûlé, rasé, et il en a fait de même sur tous les villages autour, que ce soit Montauban, Juzet, et surtout Luchon. Luchon a été complètement rasé. Ils ont pris les Aranais, enfin les soldats qui se trouvaient sur place, ils ont pris tout le bétail qu'ils ont pu amener avec eux, Oui, et ils sont repartis au Val d'Aran. Ce qui a donné lieu à un certain ressentiment de la part des Luchonnais qui se sont retrouvés d'une part, ils n'avaient plus rien, les maisons granges, elles avaient brûlé, et en plus, il n'y avait plus de troupeaux, il n'y avait plus de quoi manger. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important. Là, ça a permis, donc Luchon en septembre 1711 a été carrément rasé. Oui, il n'y avait plus rien qui existait. Il restait l'église au milieu, ce qui faisait dire à certains que bon, il y avait eu une intervention divine qui avait préservé l'église. Et c'est à cette époque-là qu'ils avaient pris l'orgue ou pas, en 1700? Qu'ils avaient pris l'orgue de Luchon. Non, il n'y avait pas d'orgue là. Il n'y avait pas d'orgue à ce moment-là. Dans l'église. C'était l'ancienne église, c'est l'ancienne église Sainte-Marie à Luchon, la très très vieille église qui a été remplacée par celle actuelle. C'est là qu'il y a l'orgue. Et donc, quand ils ont eu fait tout ce qu'ils ont pu raser, les rasières qu'ils ont pu opérer sur Luchon, ils sont donc repartis dans le Val d'Aran. La guerre de succession d'Espagne, elle s'est terminée vers 1714-1715. Il y a eu des traités qui ont réglé un petit peu les choses. Et quelque temps après, le roi d'Espagne, qui était donc l'héritier de Louis XIV, s'est décidé à récupérer un petit peu ce que les traités avaient fixé d'une manière, notamment toutes ses possessions en Italie et tout, qu'il ne pouvait plus avoir. Parce qu'il faut toujours lâcher un petit côté pour pouvoir récupérer de l'autre. Et donc, il y a eu ce que l'on appelait la guerre de quadruple alliance, où alors là, lui, il est rentré en guerre carrément contre la France. Et la France et ses alliés. Il y avait notamment l'Angleterre et l'Autriche à ce moment-là. Et donc, il rentrant en guerre contre ces pays-là, la guerre de quadruple alliance a été très très rapide. Et c'est à cette occasion-là que le château de Castelléon a été pris. Et l'armée française, les régiments français, ils sont passés par le portillon en élargissant les routes, etc., pour pouvoir monter des pièces d'artillerie, mais des petites pièces, c'était pas 75, c'était quand même des petites pièces d'artillerie, pour pouvoir faire tomber Castelléon. Et entre autres, pour pouvoir passer par le portillon ces pièces d'artillerie, ils ont levé carrément quelque chose comme 2000 personnes dans le canton. Mais avec le ressentiment de 1711, ils n'avaient pas oublié. Oui. Et donc, ils ont pu quand même lever pas mal de gens pour pouvoir aller travailler et faire élargir la route comme ils devaient. Et du coup, ils ont pris Castelléon. Et là-dessus, le tribut des vaches, etc., des troupeaux qui avaient été volés, bon, il y a eu des tractations pour essayer d'en récupérer un maximum.
le ressentiment étant là. Petit à petit, ça s'est un petit peu Estompé. envolé. Ouais. Et juste après la guerre de Quadruple Alliance qui a terminé dans les années 1720, en 1723, manque de bol, on a eu un gros incendie sur Luchon. Luchon s'était reconstruit, mais c'est beaucoup de toits de Donc, il y a eu, chaume. il y a eu 1711 et 1723. Voilà. Où Mais 1723, c'était pas un fait de guerre. Oui. Peche cuelletos, peche dulcemente, peche cuelletos, peche dulcemente, boleche soletos, peche moment, boleche soletos, peche moment, la 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 la, boleche soletos, peche moment. D'accord. Donc on se retrouve sur une ville, il faut avoir imaginé une ville qui est quand même un bourg qui est quand même relativement exsangue, quoi, où c'est du rural, il y a pas grand chose quoi dans le coin. Et là, on continue quand même à exploiter plus ou moins les bains. Alors les bains, c'est des cabanes, hein, Oui, je au bout comprends. des termes, Ouais. là-bas, c'est des cabanes en bois avec des piscines qui sont plus à l'air libre qu'autre chose. Donc bon, on y soigne les chevaux à côté des piscines. Donc c'est quand même bêtes et gens pratiquement. Les gens sont là, on fait fi de toute pudeur. Si on met les gens dans le bain tous, sans distinction de niveau social ou de sexe. Et donc ça continue quand même un petit peu à être exploité. En 1754 il était sur place, prend le fermage de ces bains à la partie municipale, toujours bien, Jacques Barrault. Ce Luchonnais d'origine va essayer de modifier un petit peu et de reconstruire un petit peu ce côté thermal. Et il entre en contact avec Détigny, qui était à ce moment-là l'intendant, c'est-à-dire l'équivalent d'un grand préfet de région, Oui. l'intendant de la région. Il rentre en contact avec lui, il le fait venir en 1759. Détigny vient. Il était quand même très intéressé par toutes ces choses-là. Il avait déjà travaillé sur Bagnères de Bigorre, il avait travaillé un petit peu sur Barèges. Il faut savoir qu'on avait eu quelques petits relents auparavant. Il y a Louvois qui était venu sur Barèges pour pouvoir Fortifié, non? Non, faire venir Louis XIV. Son intention, c'était de faire une cure à Louis XIV. Ah, d'accord. Et donc, il était venu à l'époque avec tout un aéropage derrière, et il avait fait venir Vauban pour justement faire une étude un petit peu de toutes ces fortifications, pour essayer de sécuriser la venue du roi quand même. On ne pouvait pas faire venir le roi en terrain hostile. Et non, reste pas moins ce qu'il y avait à cette époque-là, l'hôpital militaire à Barèges, la spécificité de l'hôpital militaire de Barèges, qui perdure encore. Hein, oui, maintenant, oui. Et donc, si on revient sur Détigny, donc toutes ces choses-là un petit peu agglomérées, Détigny était aussi ce qu'on appelait un grand voyer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait compris que dans la communication terrestre résidait réellement le développement économique. Donc Oui. il a promu ensuite les grandes routes qui permettaient d'accéder sur Luchon, donc de Montrégeau à Luchon. Elles avaient été déjà un petit peu améliorées pendant la guerre de succession d'Espagne, mais juste pour faire passer les chevaux, entraînant quelques petits champs, mais très, très restreints. Donc là, il a créé cette route pour pouvoir réellement monter avec des véhicules autres. Ensuite, il a créé aussi à cette époque-là la route, ce qu'il appelait la route thermale, c'est-à-dire ce qui est devenu après la nationale 618 de Luchon. Non, de l'autre côté. La 618, ça passait Luchon, Le Peyre-Sourde, l'Aspin, le Tourmalet, etc. Pour redescendre sur Bagnères de Bigorre, sur Lucé-Sauveur et accès sur Cotteret, etc. Ça, c'était ce qu'ils appelaient la route thermale. Donc, c'est lui qui a créé cet itinéraire-là. Donc, ils se sont appuyés. Ça, c'était dans les années 1759, 1760, quoi. 1760. Quand on parle que la Compagnie du Midi avait fait ça, en fait, c'était bien avant. Ah non, mais la Compagnie du Midi, c'est encore autre chose. C'est pas du tout le même. Ils n'ont pas, la Compagnie du Midi, ils n'ont pas créé de route. Ils ont exploité des itinéraires par le trait, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que la Compagnie du Midi, c'est du 19e siècle, c'est surtout essentiellement, c'est le train, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais parce qu'on parle que la Compagnie du Midi avait arrangé des routes, avait fait différentes choses. Pour pouvoir faire les travaux, mais ça n'a rien à voir avec voilà. Mais c'était, à l'origine, c'était de 1700. Ah oui, ça date du 18e, ces axes routiers
qui permettent le développement économique ultérieur de pas mal de cités dans les Pyrénées, c'est Détigny, hein, c'est un grand voyer. Il avait des choses un petit peu plus originales qui étaient notamment les relations avec l'Espagne. C'est certainement pour ça qu'il a soigné un petit peu ces routes qui permettaient d'accéder dans les fonds de vallée, notamment dans la vallée du Luron, où il avait commencé à faire percer un tunnel sous le port de la Pesse. Ah bon? Et le tunnel, le départ des travaux existe encore. C'est à peu près une trentaine de mètres. Le tunnel a fait une trentaine de mètres. Il comptait passer de l'autre côté parce que on pouvait aller chercher du minerai de l'autre côté. Et surtout, ce qui les avait intéressés, c'était le bois pour la marine. Oui, d'accord. Donc, ce tunnel, il avait l'intention quand même. Alors, bon, le problème du tunnel de la Pesse, c'est qu'il faut quand même arriver à ce tunnel, quoi. La vallée de la Pesse, c'est pas tout simple. Non, c'est pas toujours facile, Ouais, d'accès. Et donc, faisant ces routes, il a été aussi très sensible à tout ce qui était thermal. Et Barrault l'ayant fait venir, il lui a montré les résultats qu'il avait au niveau de tout ce qui était soins thérapeutiques, en fait, avec les gens qu'il avait pu soigner, qui étaient pas d'une région très éloignée d'ici, mais il a montré le potentiel qu'il pouvait y avoir dans ce secteur sur Luchon au niveau thermal. Et donc là-dessus, Détigny était d'accord pour essayer de faire évoluer la station, et il est rentré en étant sur Paris, il est rentré en contact à ce moment-là avec le maréchal de Richelieu, qui était lointain parent du cardinal de Richelieu, hein, mais c'est pas la même période. Hein. Et donc, à ce moment-là, en rentrant en contact avec Richelieu, qui avait, il avait fait maintes batailles, donc Richelieu, il avait besoin à un moment donné de soigner son corps un peu meurtri. Il avait fait une cure sur le secteur Barège, en tant que militaire, forcément, et Bagnères de Bigorre, et il lui a conseillé à ce moment-là de venir sur Luchon. Sur Luchon. Parce que les eaux étaient peut-être meilleures. Meilleures pour lui. Ouais, donc il est venu sur Luchon. Alors il est venu sur Luchon, il a résidé dans une petite maison à Barcugnas, derrière la chapelle de Barcugnas, qui était l'ancienne maison de Nadeau Cobet. Cobet, à ce moment-là, Jean Cobet était le maire de Luchon à l'époque. Ouais. Et donc il a résidé là. La ville de Luchon avait foncé un petit peu, avait donné 4 sous pour pouvoir améliorer la chambre. La maison, ouais. Détigny avait fait amener un lit de chez lui pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse se coucher correctement. Ouais. Et il est venu en 1763. Ça lui a plu. Il est revenu un petit peu plus tard. Et en 1766, quand il est revenu, il n'est pas revenu seul. C'est-à-dire que, étant sur la cour à Versailles, il a ramené quelques personnalités du moment. Donc, je passerai les titres, que ce soit la Pompadour, Comtesse Brionne, etc. Donc, il a ramené toute cette aristocratie. Il en a ramené quelques éléments ici. Et c'est réellement ce que l'on peut appeler la première saison thermale à Luchon. En 1766. Les termes ensuite se sont structurés, mais c'est réellement la deuxième naissance après les Romains, la deuxième naissance de Luchon. C'est 1766. 1766, c'est réellement la première saison thermale digne de ce nom. Comme il faut. Ouais, forcément, c'est quand même quelque chose qui touche une certaine aristocratie. Ça a quand même donné du boulot et de l'activité aux populations locales, et pas mal d'ailleurs à ce moment-là, ça avait quand même un intérêt. Et on va voir cet intérêt qui va venir croissant pour les eaux, à savoir au moment de la Révolution, la tentative de la construction d'un bâtiment par le successeur de Détigny, d'un bâtiment thermal. La municipalité avait racheté tous les terrains, toutes les petites cabanes qui appartenaient aux uns aux autres, non sans facilité. Il y a eu des affaires qui se sont terminées au tribunal et tout, mais finalement, à la fin, tout le monde avait revendu sa part à la ville de Luchon. Au moment de la Révolution, ça avait arrêté le premier programme de l'intendant de la Chapelle. Ils ont été obligés par les réglementations déjà, on parlait de la dette à cette époque-là. Pour régler la dette, on a récupéré les biens de la ville de Luchon, que l'on a donné, qu'on a été obligé de rendre à l'État, mais la ville de Luchon les a récupérés quelques années après. Donc ça, c'est la période 1793-1796. Et à la suite de ça, les différents maires qui se sont succédés à Luchon ont tous eu conscience qu'il fallait construire des thermes en dur, quelque chose de correct.
pérenne. Voilà. On avait avant des cabanes en bois. Les thermes, c'était quoi? C'était un hôpital pour les pauvres, mais il n'avait d'hôpital que le nom, parce que c'était un bâtiment tout en bois, couvert en chaume, qui avait d'ailleurs brûlé à plusieurs reprises. On se baignait dans des baignoires que l'on partageait avec un collègue. C'était des baignoires à deux, tête bêche, avec un couvercle qui revenait, qui laissait ouvert juste la possibilité de la tête. Mais bon, c'était vraiment quelque chose de relativement modeste, quoi. Je me demande si j'ai pas vu ces vestiges aux anciens thermes de l'Est. Ces espèces C'est possible. de cuves C'est donc en possible qu'ils pierre, en aient comme en ça. pierre. Ils ont dû Et, avoir les mêmes. oui, je pense. Mais il y a encore les vestiges C'est possible, hein. dans les anciens Parce termes que- qui n'existent plus maintenant. Mais ces anciens termes, donc mais ils s'en servent comme pot de fleurs maintenant. Oui. Mais on le voit bien, on le voit bien. Mais ici, on a eu les baignoires en dur qu'à partir du 19e siècle, sauf les bains romains qui étaient encore un petit peu différents, hein, qui étaient un assemblage de dalles très Oui, spécifique. d'accord. Mais les baignoires en dur, réellement, on a eu ça à partir du 19e, fin 18e, début 19e. Je pense que on a commencé à en avoir dans les fameux bains qui avaient été construits par l'intendant de la chapelle. Et ces baignoires-là ont dû être récupérées, les premières, pour pouvoir faire les premiers bains, qui étaient les bains de la Reine, qui étaient collés sous la première partie des colonnades des thermes Chambert, pour Oui, situer à peu d'accord. près. Donc ces thermes-là, les bains de la Reine, ont été construits entre 1805 et 1815. Ça a mis du temps, c'est-à-dire que le fermier, à la fois, a exploité les bains, en même temps qu'il continuait à le construire. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il a récupéré des baignoires des anciens thermes de la chapelle devant. Il en a récupéré quelques-unes qui après ont été distribuées un petit peu n'importe où. Il y en a qui ont fini comme abreuvoir ici à Luchon. Il en existe une. Je dis pas où elle est parce que je voudrais pas qu'elle disparaisse, mais je sais qu'il en existe. Ah, il une en encore. existe une encore, Voilà. d'accord.